Salut Francis. Salut Alex. Mais là, on est quand même juste le 28 juillet. Bien, oui. C'est déjà la folie pour les fournitures scolaires? C'est déjà la folie pour les fournitures scolaires, effectivement. Puis en fait, un sondage a révélé qu'en avril dernier, il y avait déjà un tiers des gens qui avaient commencé à penser à ça, voire même à acheter des fournitures pour septembre. Ah, oui. Donc tu peux t'imaginer qu'à un mois de la rentrée des classes, les gens sont un peu là, sur le party. Donc ça va rapidement. Puis l'enjeu, évidemment, est multiple, mais il y a toujours la crainte qu'il manque de matériel. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Beaucoup de parents sont anxieux qu'on n'arrive pas à trouver là, la bonne quantité de duotang, de cartables, de crayons, de ceci, cela. Donc, ils s'y prennent d'avance par souci de pénurie. Par ailleurs, évidemment, comme tu peux te l'imaginer, c'est toujours mieux d'acheter en basse saison des choses comme ça. C'est sûr que si tu arrives 3 jours avant puis qu'il reste 8 cartables pour 52 par an, tu risques de payer quand même pas mal plus cher. Donc, il y a évidemment cette préparation-là. Le gouvernement du Québec a remis un chèque là, de 127 $ par enfant, d'ailleurs, il y a quelques semaines, là, pour justement aider les parents à l'achat de fournitures scolaires. Mais ça pose de drôles de questions quand même, Alex. Moi, je suis toujours un peu perplexe. Bon, mes enfants ne sont pas encore d'âge scolaire. Là. Je passerai par ce rituel de magasiner des articles dans différents magasins, mais c'est comme, il y a quelque chose qui me chicote là-dedans. Tu sais, je sais pas, la quantité d'enfants là, de première année, puis de deuxième année, puis de troisième année, on la connaît. Là. Tu sais, c'est pas une variable, là, tu comprends? C'est quelque chose. Puis ceux qui étaient en première année cette année, tu sais quoi, l'an prochain, ils vont être en deuxième année. Tu sais, il y a comme donc, on peut savoir cette information-là. Je comprends pas pourquoi c'est pas régi, tu sais, genre, voilà ta petite boîte. puis pourquoi, à la limite, c'est pas comme un acteur, voire même l'État, là, tu sais, qui... Puis je veux pas trop faire intervenir l'État, comme tu peux l'imaginer, mais tu sais, pourquoi c'est pas simplifié puis centralisé plutôt que cette espèce de course folle entre 42 magasins différents, essayer de trouver la pièce de moins. Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette course qu'on impose. Alors que les coûts d'éduquer les enfants, tu sais, payer des profs, puis des écoles, puis des autobus scolaires, tu sais, ça coûte des milliards de dollars, mais ce petit 200$ là, on va te le faire payer, puis on va te faire courir la galipette un petit peu partout dans la ville pour essayer de rassembler la liste. Je trouve ça absurde, un peu comme système, ce qu'on a bâti autour des fournitures scolaires. Ben, moi, c'est les chiffres qui me surprennent. C'est les chiffres du Conseil canadien de commerce de détail. Ouais. Eux, ce qui avance, c'est que dans certains cas, quand on inclut les appareils informatiques, la patente, 750$ par enfant. Puis Francis, y a-tu moyen? Moi, à chaque fois que je parle de fournitures scolaires, vous avez peut-être la même référence que moi. Moi, je revois Jean-Luc Mongrain dans les belles années, qui épluchait la liste d'articles scolaires, notamment d'un jeune, avec des crayons, puis des duotangs, puis des pantoufles. Puis ça finissait plus de finir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi? Est-ce que des années plus tard, cet enjeu-là, qui a été caricaturé de main de maître par Mongrain à l'époque, est encore d'actualité? C'est-à-dire que, puis les parents qui nous écoutent pourront nous le dire, là, est-ce qu'il y a moyen d'épurer encore les espèces de listes d'articles scolaires? Est-ce que les jeunes ont réellement besoin de tout ça pour apprendre? Probablement pas, mais je veux quand même faire un peu inverser tu te mets dans la peau d'un prof, puis tu dis, nous allons avoir besoin de ça à un moment donné dans l'année. Fait que là, est-ce que... Tu sais, ça coûte rien de rajouter quelque chose dans la liste, donc tu dis, tu sais, la boîte de Prismacolor, là, je sais pas si tu as eu ça, mais tu vois, je veux dire, peut-être qu'il va servir 4 fois dans l'année, mais là, tout le monde achète une boîte avec à peu près 60 crayons pour faire 3 dessins. Effectivement, il y aurait peut-être de la mutualisation à faire. Il y aurait peut-être, encore une fois, sens à ce que ce soit les établissements, tu sais, qui fournissent une partie du matériel, dans la mesure où il y a redondance, là, clairement. Tu sais, une gomme à effacer, là, je sais pas combien t'en passes dans une année, mais à un moment donné, pas 8, tu sais. Puis l'autre affaire, par contre, évidemment, c'est que les jeunes ont tendance à soit détruire, soit perdre, soit, tu sais, fait qu'ultimement, on achète des choses, puis là, le kit n'est pas complet l'année suivante, donc on rachète. La bonne affaire, quand même, qu'il faut soulever, là, c'est les plateformes. Bon, à l'époque, il y avait Kijiji et tout ça, maintenant, ça s'est un peu redéplacé sur Marketplace, mais il y a des bonnes affaires à faire quand même, si vous êtes prêt à prendre quelque chose qui est un petit peu usagé. Là, vraiment, les meilleures affaires, en fait, sont là. Je veux dire, c'est sûr que tu peux avoir des enseignes, des boutiques qui vont te sauver un 20-30% sur le prix du neuf. Mais tu sais, des vieilles boîtes de crayons ou tu sais, des gommes à effacer à peine utilisées, ça va être souvent même donné par certains parents. Donc là, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça maintenant et pas le 22 août à la veille de la rentrée scolaire. Donc, s'y prendre d'avance. Puis
pendant que j'y suis, tu sais, les gens, là, sûrement dans l'auto à la maison, ils hochent de la tête. Ah oui, Francis, là, se prendre d'avance, c'est une bonne... Ben, si vous voulez vous prendre d'avance, c'est le bon moment pour magasiner le costume d'Halloween, là, en ce moment. Là, puis même quelques cadeaux de Noël, peut-être. On va se gâter quelques secondes. Les décorations. Jean-Luc Mongrain, quelques secondes juste pour se gâter. Première année, liste d'épicerie et de commandes. L'éducation et l'instruction, c'est gratuit. Dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un de débranché dans la vie. Ça, c'est la liste d'achats pour une enfant qui rentre en première année. 8,5-14, 2 barres. 100 piastres à peu près, pas de personne. Ça s'est pas amélioré. Bon, d'une folie... C'était 100 piastres dans le temps. Oui, c'est ça. L'inflation nous a rattrapés. C'est toujours ça, l'inflation. D'une folie à l'autre, ça a l'air que c'est la folie chez les installateurs de panneaux solaires. Tu t'es fait prendre un peu. Là, j'ai fait faire 2 soumissions, en tout cas. Okay. Tu connais ma passion pour l'électricité en général. Et donc, il y a une subvention très généreuse là, d'Hydro-Québec qui est entrée en vigueur plus tôt cette année. Bon, j'ai demandé, moi, 2 soumissions là, pour comparer un peu les installations. C'est intéressant, les approches sont très différentes d'un installateur à l'autre. Il y en a qui vont y aller vraiment le maxer tout, là, utiliser chaque surface, puis des batteries. Là, puis ça peut coûter excessivement cher. Là. J'ai eu une soumission à 80 000 là, pour te donner une idée. Attends. 80 000, puis là-dessus, tu as combien de subventions? Presque 40. OK, donc la moitié. Puis après ça, pour récupérer ton autre 40 000 d'investissement en termes de production. Selon ce qui est écrit dans le document, là, puis encore une fois, c'est ça que je voulais challenger. J'ai pas pris de décision encore, mais ça allait générer... On va t'aider à en prendre une décision, mon Francis. Non, mais ça allait générer 3 000 d'électricité par année. Là, ce qui est quand même pas mal. Ben, je veux dire, tu sais, investir 40 000 pour générer 3 000, c'est presque 10 % de rendement par année. Puis, tu sais, il n'y a pas de fluctuation là, comme sur les marchés boursiers. Ça monte puis ça baisse. Là. Ça, c'est comme un... Encore une fois, ça dépend du soleil, ça dépend de ton utilisation. J'ai pas de prise de décision et j'ai eu une autre soumission à presque la moitié moins. Donc, encore une fois, pour te dire, ça dépend vraiment des approches. Et puis là, encore une fois, la question du stockage est importante. Est-ce que tu veux juste bénéficier de ça quand il fait soleil, puis dans le fond, tu sais, un peu utiliser ça pour le chauffage, là, puis ton frigo, etc. Ou est-ce que vraiment tu veux stocker? Puis là, ce qui est intéressant avec le stockage, ben 2 choses. La première, quand il y a les fameuses pointes, de plus en plus, on peut utiliser ces histoires de tarification dynamique. Ça peut être très avantageux de changer la switch, c'est-à-dire de ne plus être connecté à Hydro puis au barrage, mais brancher sur tes batteries dans le sous-sol. Puis là, tu es complètement off the grid, comme on dit en bon français. L'autre chose, c'est évidemment quand il y a des pannes. Puis là, tu sais, j'entends évidemment beaucoup de gens régulièrement qui se plaignent là, de la non-fiabilité du réseau au Québec. Ben, là, on a des génératrices, on n'a pas besoin d'avoir 80 000 de panneaux sur le toit. Oui, mais la génératrice, il faut que tu partes. Puis, tu sais, selon. C'est fatigant, ça, partir d'une génératrice. Et t'as-tu un autre argument, Francis? Non, faut que tu la partes. Puis, c'est surtout que l'ampérage, tu sais, je veux pas vous emplater avec la technique, mais tu sais, l'ampérage, à moins que tu aies vraiment une grosse génératrice à 10 000 $, là, mais tu sais, l'ampérage d'une petite génératrice que tu vas acheter chez Canadian Tire, c'est bon pour le frigo puis ton séchoir à cheveux, mais tu sais, c'est à peu près tout. Là. Donc, alors que des batteries, tu peux carrément continuer à vivre pendant plusieurs jours, limite complètement déconnecté. Puis bon, tu connais mon aversion pour le pétrole, donc la génératrice, évidemment, c'est un autre... Moi, ma génératrice, c'est mon camion. Mon camion électrique. Moi, je peux faire rouler ma maison à peu près 3 jours sur mon camion. Ouais, j'avoue. Ben, c'est ça. Écoute, toutes ces alternatives sont bonnes. Je continue de penser, quoi que soit le choix qu'on fasse, que c'est intéressant que les Québécois se penchent sur l'électricité, qui en deviennent un petit peu plus compréhensif, parce que les prochaines années, on va voir les tarifs continuer d'augmenter, on va voir la question de la quantité d'énergie disponible devenir et continuer d'être une vraie contrainte au développement économique du Québec. Donc, tu sais, chacun individuellement, je pense qu'on a une responsabilité de comprendre l'ampérage, le voltage, le wattage, puis combien que je consomme, puis pourquoi ça me coûte tant, puis justement les tarifications dynamiques. Puis le solaire, ça fait partie de tout ça. Puis c'est drôle parce que je connais des gens, moi, qui étaient très opposés, mettons, aux autos électriques. Puis c'est un débat là, qu'on a quasiment toutes les semaines à la Cube, mais et qui pourtant, sur le solaire, ont vraiment trip parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils ont souvent des pannes, parce que. Et donc, cette idée est un peu autonome par rapport à Hydro. Puis tu sais, oui, c'est beaucoup d'argent. Là, je te parle de dizaines de milliers de dollars, mais tu sais, tu fais cette dépense-là aujourd'hui, qui sait si l'électricité dans les 10, 15 prochaines années, même si elle augmente juste de 3 4 par année, ben à un moment donné, l'électricité va être plus onéreuse qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, ton investissement que tu as fait en 2026, il va peut-être être vraiment rentable dans 10 ou 15 ans. Donc, encore une fois, c'est des calculs que chacun doit faire. Mais chose certaine, la subvention, elle est assez généreuse. Puis, pour revenir à ton point d'introduction, les installateurs sont en grosse demande. Je me demande pas si...
même si on ne va pas vivre une pénurie d'installateurs de panneaux solaires, c'est-à-dire qu'ils ne réussiront pas à pallier à la demande, Hydro veut installer 125 000 ménages là, avec des panneaux solaires dans les 10 prochaines années. C'est quand même un bon rythme partant d'une industrie où c'était quasiment anecdotique. Puis juste pour me situer, dans le fond, c'est sur le toit de ta maison. C'est pas sur exemple, parce qu'on voit toutes sortes d'installations parfois, là, même pas sur la maison, mais à côté. Ouais. Dans ton cas, à toi, ce serait sur ta toiture. Moi, j'habite dans... C'est assez dense. Là. Je ne vais pas mettre ça dans ma cour arrière. Non, là. Donc, oui, c'est sur la toiture. Mais des gens qui habitent plus... non, mais n'importe quelle surface, soit dit en passant. Okay. Et effectivement, si vous habitez à la campagne, que vous avez un air dégagé, ça peut être des panneaux dans le fond de la cour, là, s'il n'y a pas d'arbre au-dessus. J'ai vu ça, moi, un ami à moi qui était dans la région de Gatineau. Il avait carrément installé des panneaux solaires là, à flanc de montagne. C'était vraiment complètement dégagé. Il m'a dit là, que ça générait énormément d'électricité. Ça dépend de l'orientation de votre maison. C'est sûr que vous êtes plein sud, un peu plat, ça va générer plus d'énergie que si vous êtes vers le nord avec une toiture très, très pentue. Mais bon, là, on se perd dans les détails de la physique des électrons. Non, mais tu m'apprends plein de choses. Hey, d'ailleurs, on va pouvoir continuer d'apprendre plein de choses cet après-midi en t'écoutant dès 15h dans le retour. Salut François.